l'histoire du soir. La même année les fit orphelins. Ils eurent le même tuteur, un vieil officier qui les réunissait chez lui chaque matin et leur parlait d'honneur et de devoir. Quand il mourut, on les mit au même collège. Et ainsi Tristan de Cahors et Geoffroy des Cajols passèrent ensemble toute leur jeunesse. Des goûts analogues les fixèrent en leur pays de façon définitive. C'était la rude contrée qui environne Mortain. Les carrières qui la creusent comme des plaies montrent son ossature de granit. D'antiques forêts la couvrent d'un poil âpre et confus. Des siècles d'héroïsme barbare dorment là d'un sommeil irrévocable où flottent comme des rêves les légendes des Chouans et des guerres contre l'Anglais. Les deux petits châteaux qu'ils habitaient semblaient des coffrets de pierre pour les pieuses reliques de ce passé féodal. Celui de Tristan accrochait au flanc lépreux d'une colline les angles et les pointes de ses tourelles, de ses poivrières, de ses gargouilles de plomb, tandis qu'en une vallée proche, au fond d'un bois de cyprès, le manoir de Geoffroy des Cajols confiait à l'eau morte d'un étang la silhouette orgueilleuse d'une tour. Ils vécurent simplement et fortement, n'ayant qu'une bourse et qu'un cœur. De la ville et des environs, on venait volontiers à leur table et à leur chasse, car ils étaient accueillants et généreux. Mais nul plaisir ne leur semblait comparable à celui qu'ils tiraient de leur malamitié. Là était le secret de leur bonne humeur, la cause qui faisait leurs yeux souriants et leur vie facile. Ils se regardaient avec la certitude confiante de ceux que la mort seule désunira. Vers l'âge de 30 ans, Tristan rencontra chez des voisins une jeune fille dont la grâce naïve le séduisit. Il l'aima. Geneviève se soumit à son amour. Le mariage eut lieu. Ce nouvel état de choses n'apporta nul changement à l'existence des deux amis. Il ne leur parut point que le moindre élément de gêne se fût glissé entre eux. Avec l'ami de son mari, Geneviève se montra douce, affectueuse et naturelle, et Geoffroy des Cajols n'opposait à cette cordialité ni raideur, ni jalousie. Tous les soirs, comme auparavant, il montait au château de Cahors. Des heures amicales s'écoulaient au coin du feu ou au clair des étoiles. Et de la sorte, il se passa 3 années. Un après-midi, comme il rentrait de la chasse, Tristan trouva sur la balustrade du perron une lettre où il reconnut l'écriture de Geneviève. Il lut « Je m'en vais. Tu ne me reverras jamais. Pardon. » Il tomba sans connaissance dans les bras de son ami. Durant 2 semaines, il fut entre la vie et la mort. Et durant 4 autres semaines, il dut garder le lit. Geoffroy s'installa près de lui, ne le quitta pas une minute et le sauva. Mais craignant toujours que son désespoir ne le poussât à quelque résolution funeste, il demeura 6 mois encore au château de Cahors. Enfin, pour le distraire, il l'emmena. Et ce fut à travers l'Europe un minutieux voyage de 3 années où ils fouillèrent chaque pays, espérant que le hasard d'une rencontre ou d'une conversation les mettrait sur la piste de la fugitive. Mais les jours s'écoulaient et chacun d'eux ajoutait un peu d'ombre à la nuit mystérieuse qui enveloppait la disparition de Geneviève. Ils revinrent en Bretagne. Le soir même de son arrivée, Tristan, fuyant des souvenirs trop douloureux, vint sonner au manoir de son ami. Il y passa la nuit et les journées et les nuits suivantes. Et plus jamais il ne revit les tourelles et les créneaux de Cahors. Il faisait de longs détours pour ne s'en point approcher. Une mélancolie épaisse comme la brume leur cachait désormais la joie des beaux spectacles et leur fit oublier la douceur de vivre. Peut-être à la longue, la blessure de Tristan s'apaisa-t-elle, mais il ne riait jamais.
et ses yeux vagues semblaient toujours regarder vers des choses disparues ou invisibles. Geoffroy le soignait avec une tendresse maternelle, et sans jamais lui parler du passé, il le consolait silencieusement par ses câlineries douces. Souvent, aux heures obscures, il lui prenait la tête entre ses mains et l'appuyait contre son épaule. L'autre se laissait faire comme un enfant. Leurs larmes coulaient, Tristan murmurait : « Je suis bien. Il n'y a qu'ici, entre tes bras, que je sois bien. » Un jour, après 12 ans de cette existence, alors que peu à peu l'oubli descendait en lui, il tomba de cheval et se tua. Au bord de la tombe, Geoffroy se mit à genoux et il resta longtemps avec le mort. Il se tordait les mains, il embrassait la terre et la mouillait de ses pleurs. Il ne partit qu'après l'arrivée du chien favori de Tristan, un vieux chien qui venait prendre place pour mourir. Alors le dos voûté, la marche lente, il revint vers sa demeure. Au seuil, il appela son domestique, serviteur fidèle qui l'avait élevé. Il lui dit : « Donne-moi la clé. » Ayant pris la clé, il traversa des pièces, suivi des corridors. Le bruit de ses pas retentissait comme au creux d'une grotte. Des trous creusaient le mur, pareils à des souterrains au bout desquels éclatait la lumière du jour. Une porte massive l'arrêta. Il l'ouvrit. Il entra dans une grande pièce ronde où luisait la fente d'une fenêtre unique. Sans force, il tomba sur une chaise et se mit à sangloter. Alors Geneviève l'entoura de ses bras et lui dit : « Pleure, mon amant, pleure. » Il pleurait à larmes abondantes et elle disait : « Pleure bien. Pleure ton ami de tout ton chagrin et de toute ton amitié. Mais pleure-le sans remords. Je n'en ai pas, moi. Je n'en ai jamais eu. Nous avons fait pour lui tout ce que nous pouvions faire, et ainsi tout ce que nous devions faire. Pendant 15 ans, pour que son cœur d'ami ne soit pas brisé comme son cœur d'époux, tu as subi la torture de le voir malheureux et d'assister au chagrin que nous avions causé. Va, mon ami, tu as fait ton devoir. Il leva vers elle son triste visage et prononça : « Et toi, Geneviève, toi qui depuis 15 ans restes ici enfermée, prisonnière, seule tout le long des jours, seule des années entières. » Ils se regardèrent avec orgueil, fiers d'eux-mêmes et de leur noblesse. Geneviève avait des cheveux presque blancs et le teint d'ivoire de ceux que ne baigne jamais l'air du dehors. « Ah, Geneviève, balbutia-t-il, comme nous nous aimons. Notre amour est au-dessus de toutes les infamies. Je t'aime plus que ma conscience. » Ils se sentirent les esclaves de quelque chose d'infiniment grand qui les mettait en dehors des conditions ordinaires de la vie. Le devoir change suivant les êtres. Leur devoir était de s'aimer et ils s'aimaient. « Geneviève, dit-il, tu es libre maintenant, ta prison va s'ouvrir. » Elle secoua la tête gravement. « Non, Geoffroy, non. Il ne faut pas que son honneur soit souillé, même après sa mort. Il faut que nul ne sache notre faute.
C'est la rançon de mon crime, et je n'ai pas le droit de m'y soustraire. Et puis, je suis morte. Ma tombe est ici, que j'y reste ensevelie. Et elle dit encore, avec un adorable sourire, et puis vois-tu, j'aime ma prison. Toute ma vie est là, entre ces vieux murs, tout mon bonheur. Je n'ai plus envie de marcher sur des routes, de voir des horizons, de sentir des fleurs vivantes. Tout cela me fait peur. Oh mon chéri, il n'y a pas au monde de paysage qui vaille pour moi les quelques arbres que j'aperçois de ma fenêtre et les reflets qui dorment sur l'eau de l'étang. L'histoire du soir. En ce temps-là, dans ce pays, les jeunes filles et les jeunes femmes, si elles savaient qu'elles étaient jolies, ne le savaient guère que par ouï dire. À peine suspendues au mur ou prises dans la main, toutes les glaces, grandes ou petites, se répandaient en lumineux débris sans heure visible, comme d'elles-mêmes. Et savez-vous pourquoi elles se brisaient de la sorte? Parce qu'elles étaient désespérées de ne pas être le miroir où la princesse Amarante mirait ses lèvres de fleurs et sous ses cheveux de soleil, ses yeux de ciel. À 100 lieues à la ronde, on n'aurait pas, même en cherchant longtemps, rencontré une dame ou une demoiselle qui, pour la beauté, fût comparable à la princesse. Elle était l'enchantement de tout ce qui l'entourait, hommes, bêtes ou choses. Pas plus que le roi son père, son petit chien ne pouvait se lasser de l'admirer. Si elle demeurait quelques heures sans traverser la salle où se tenaient les gentilshommes de la cour, il devenait malade de tristesse. Lorsqu'elle n'avait pas fait dans le parc sa promenade accoutumée, les balsamines et les jacinthes, en s'endormant dans un froissement de feuilles, se disaient l'une à l'autre, même après la plus belle journée: quel sombre temps il a fait aujourd'hui! Mais elle était pour le moins aussi méchante que belle. D'avoir de profondes prunelles bleues où s'attendrissait délicieusement la lumière ne l'empêchait d'entrer en des colères qui faisaient trembler tout le monde. Elle avait plus souvent envie de mordre que de sourire, bien que sa bouche eût la douceur aimable d'une petite rose poupine. Et la colère n'était pas son plus grand défaut. Elle était envieuse, elle qui possédait dans des coffrets de jade et d'or tant de diamants et de perles. Elle était envieuse au point de pâlir de rage si elle voyait une ou deux gouttes de rosée sur une primevère matinale ou quelques grains de verre rôtis au cou d'une pauvresse. Ajoutez que le cœur clos à toute tendresse, elle avait réduit au désespoir les plus beaux et les plus riches princes de la terre. On citait jusqu'à 12 prétendants qui s'étaient laissés mourir du chagrin de n'avoir pu l'obtenir en mariage. Une fois que sur la pelouse avec ses demoiselles d'honneur elle jouait à la berlurette, c'était un jeu fort à la mode en ce temps à la cour, elle entendit deux pages se promenant dans une allée voisine, derrière un buisson, parler entre eux d'un merveilleux oiseau qui ressemblait, d'après les récits des voyageurs, à un brasier rose de pierreries. Cet oiseau avait son nid sur la plus haute cime d'une montagne sauvage, dans un pays lointain. Tout de suite, quoiqu'elle eût déjà des oiseaux de toutes sortes, elle eut envie de l'oiseau inconnu. Elle manda un prince qui, pour l'amour d'elle, séjournait à la cour depuis plus d'une année en grande mélancolie. C'était le propre neveu de l'empereur de Trébizonde. Il était jeune et beau comme un matin de printemps. Afin de plaire à la princesse, il avait accompli les plus périlleux exploits. Il avait triomphé des plus rudes épreuves. Mais jamais elle ne récompensa que par des rebuffades l'amour et le dévouement qu'il ne cessait de lui témoigner. Quand le prince fut venu, « Seigneur, lui dit-elle, vous irez, s'il vous plaît, me chercher l'oiseau pareil à un brasier rose de pierreries
qui a son nid dans la montagne des Algonquins. Et si vous la portez, je vous donnerai peut-être à baiser le bout de l'ongle de mon petit doigt. » »« Ah, madame, » s'écria une demoiselle d'honneur, « ne savez-vous pas que dans sa solitude lointaine, cet oiseau est gardé par 1000 aigles féroces au bec de fer? Il serait bientôt fait de mettre en pièces, fût-il le plus fort et le plus courageux des vivants, celui qui serait assez insensé pour s'approcher d'eux. » Amarante avait déjà cassé d'une main furieuse la tige du plus proche rosier. « De quoi vous mêlez-vous, mademoiselle ?» Puis se tournant vers le prince, « Je pensais, Seigneur, que vous étiez déjà parti. » Il s'inclina et s'éloigna d'un pas rapide. Telle était sa bravoure, tel était surtout son désir de mériter la récompense promise. Il triomphera des 1000 aigles féroces. Peu de jours s'étant écoulés, la montagne était peut-être moins éloignée qu'on ne le croyait. Il reparut, ayant sur le poing comme un faucon familier le merveilleux oiseau fait de pierreries vivantes. La princesse, avec un air de dédain, déclara que la petite bête ailée ne valait pas la réputation qu'on lui avait faite. Cependant, elle consentit à la caresser 2 ou 3 fois. Mais la cruelle oublieuse ne donna pas son ongle rose à baiser au neveu de l'empereur de Trébizonde, et même elle ne remarqua point que le vainqueur des aigles avait le front, les joues, le cou, les mains, tout déchiré et tout sanglant encore. Il se retira, sans se plaindre, résigné. Et ce ne fut pas le seul péril où elle exposa le prince. Parce qu'elle eut envie d'une émeraude sans pareille, il dut descendre dans les entrailles de la terre et triompher d'une multitude de gnomes armés de torches flambantes. Il revint, tout fumant de brûlure. La princesse voulut bien accepter la pierre fine, mais du petit doigt promis, il n'en fut pas question. Une autre fois, elle exigea qu'il allât cueillir pour elle, dans le domaine d'un enchanteur très redouté, une fleur qui chantait comme un rossignol. Et cette fleur s'épanouissait dans la clairière d'une immense forêt dont toutes les branches étaient des lances en arrêt. Il revint percé de plus de 1000 coups, tout rose de blessures, presque mourant. La princesse consentit à écouter la chanson de la fleur, mais de dire au neveu de l'empereur « Voici mon ongle rose », elle n'en eut garde. Et lui, il ne se plaignait pas. Heureux peut-être de souffrir, même sans récompense, toujours triste et doux pour elle, si cruel. Un matin que dans une galerie, parmi ces demoiselles d'honneur, elle jouait au bagnodier, c'était un jeu qui en ce temps-là à la cour n'était pas moins à la mode que la berlurette, elle entendit 2 officiers du palais parler entre eux derrière le rideau d'une porte. Ils parlaient d'une jeune fille plus exquise que toutes les femmes et que toutes les fées. Un géant la tenait captive dans un château de bronze. Elle était si parfaite qu'on l'appelait la belle du monde, simplement, pour exprimer qu'il n'y avait qu'elle seule de belle sur la terre. Et les officiers, pensant qu'on ne pouvait pas les ouïr, ajoutaient qu'Amarante auprès de cette jeune personne n'était qu'une espèce de laidron. 4 vases de la Chine volèrent en éclats sous les petits poings furieux de la princesse. Une vivante, plus jolie qu'elle, voilà ce qu'elle ne pouvait tolérer. L'idée lui vint incontinent de faire périr dans les plus affreux supplices celle qui avait l'étrange impudence de l'emporter sur elle en beauté. Elle manda le neveu de l'empereur de Trébizonde. « Seigneur, dit-elle, vous irez, s'il vous plaît, me chercher la belle du monde qu'un géant retient captive dans un château de bronze. Et si vous la conquérez, je vous jure que cette fois, je ne refuserai pas à vos lèvres l'ongle rose de mon petit doigt. »« Ah, madame, s'écria une demoiselle d'honneur,
Ne savez-vous pas que dans ce château lointain, la belle du monde est gardée par 1000 guerriers aux têtes de lions et de tigres? Ils déchirent et dévorent, en moins de temps qu'il n'en faut à un vautour pour croquer une alouette, les insensés rôdant dans le voisinage. Une armée innombrable de héros brandissant au lieu de lance la foudre et l'éclair ne vaincrait pas ces monstres qui ne dorment jamais. C'en est fait du prince s'il ne refuse pas d'obéir à votre caprice. Amarante souffleta sur les 2 joues la trop pitoyable demoiselle d'honneur, puis se tournant vers le prince. « Mais quoi, Seigneur, dit-elle, vous n'êtes pas encore revenu. » Il courba la tête et sortit. Mais ce fut seulement après une absence de plusieurs mois qu'il se montra de nouveau devant la princesse une fois qu'elle traversait la cour du palais. Il était dans un état qui eût attendri les plus atroces cœurs. Ses habits pendaient en lambeaux déchirés, de profondes morsures sillonnaient toute sa chair. Un de ses bras lui manquait. Il l'avait laissé sans doute dans la gueule de l'un des guerriers à tête de lion ou de tigre. Mais l'orgueil de la victoire éclatant dans ses yeux et flottant dans sa chevelure éparse, il était superbe et magnifique. Et derrière lui, il y avait un palanquin de velours jaune aux longues franges d'or. « Sois le bienvenu, dit la princesse Amarante, si tu amènes la belle du monde. »« Je l'amène, dit-il. »« Dans ce palanquin ? » ?»« Oui. » « À toi donc de l'en faire descendre. » Le prince s'approcha de l'éléphant qui s'était mis à genoux, et le velours jaune s'étant écarté, ceux qui se trouvaient là virent de toute neige et d'or une si admirable personne qu'ils en demeurèrent éblouis comme on l'est quand on regarde la gloire du soleil. La princesse Amarante poussa un cri de joie et de rage, tant elle était heureuse d'avoir en sa puissance, pour en faire le jouet de sa haine, celle qui la bafouait par une aussi incomparable beauté. Et soit que son horrible contentement la disposât à quelque mansuétude envers tout ce qui n'était pas la belle du monde, soit qu'elle ne put enfin s'empêcher d'admirer l'obéissance et la victorieuse bravoure du prince. « Seigneur, s'écria-t-elle, ce n'est pas seulement mon petit doigt, c'est toute ma main, c'est toute ma personne que je vous donnerai en échange de la belle que vous avez conquise. Vous serez le roi de mon royaume et l'époux de mon lit. » Et déjà elle faisait signe aux officiers et aux serviteurs de lui livrer la prisonnière. Mais le prince dit : « J'ai conquis la belle du monde, en effet. Seulement, madame, je l'ai conquise pour moi, non pour vous. Pour mon amour, non pour votre haine. Parce que trop souvent votre barbarie, après tant de travaux où vous exposâtes ma vie, me refusa l'ongle de votre petit doigt, je ne veux pas de toute votre personne. Et j'emporte dans mon palais de Trébizonde celle plus belle que vous, qui m'est aussi douce que vous me fûtes cruelle. » Là-dessus, il monta dans le palanquin dont les rideaux se refermèrent, et l'énorme éléphant, prompt comme les légères antilopes, car c'était, je pense, quelque éléphant enchanté, disparut dans la poussière ensoleillée du chemin, tandis que la princesse Amarante, pour passer sa rage, mordait à belles dents dans les bras et les épaules de ses demoiselles d'honneur. L'histoire du soir. C'était un néflier dont les fruits, presque aussi gros que des pommes, n'étaient pas moins abondants une année que l'autre. Lui-même dépassait en grosseur la plupart des pommiers qui encombraient le clos et lui laissaient la plus belle place au bord de la rivière. Il était si vieux aussi que les très vieilles gens nés dans le village assuraient l'avoir toujours connu de cette taille et avec la même cassure par le milieu qui le faisait se pencher sur l'eau claire et s'y mirer tout entier. Il tenait si peu à la rive qu'on craignait toujours de le voir emporter lorsqu'une pluie d'orage venait à rendre le courant plus rapide. Cependant, en le regardant de près, on ne doutait plus de sa solidité,
Tout au fond de l'eau, à travers les cailloux, on apercevait ces fortes racines, dont quelques-unes montraient un dos noir et renflé, qui faisait penser à de grosses anguilles dormant bien tranquillement sous les rayons du soleil. Ainsi courbé, comme jeté en avant, on eût dit qu'il voulait s'éloigner du clos, et surtout qu'il cherchait à échapper au noisetier son voisin, dont les branches l'abritaient des mauvais vents, mais dont les racines tortueuses se glissaient sournoisement jusqu'à lui, comme pour le crocheter aux pieds et l'empêcher de fuir. Les gamins du village ne se faisaient pas faute de lui rendre visite dès que les premières gelées venaient mûrir les fruits. Pour l'atteindre, il n'avait qu'à traverser la rivière peu haute à cet endroit. L'un d'eux grimpait et se mettait à cheval sur l'arbre courbé, et avec de petites tapes sur ses branches, il l'obligeait à donner son bien sans réserve. Le néflier paraissait le donner aussi sans regret, car à chaque petite tape, son bien tombait adroitement dans un tablier tendu, dans un panier d'écolier ou même dans une casquette. Et s'il arrivait qu'une nèfle malicieuse pour faire courir après elle échappât au tablier, au panier ou à la casquette, c'étaient mêlés à un clapotis joyeux, des cris et des rires qui apprenaient aux parents des maisons voisines que dans le grenier ou le cellier, on allait voir mûrir sur la paille neuve de belles nèfles qu'on ne mangerait qu'une à une, comme la plus fine des gourmandises. Il en était ainsi depuis que le clos et la maison délabrée qui le dominaient étaient sans maître. Mais voici que cette année, au début du printemps, les gens du village virent arriver d'un faubourg de Paris le vieux Nestin et la vieille Nestine. Tous deux visitèrent la maison basse et longue, arpentèrent le clos, comptèrent les arbres fruitiers, inspectèrent la rivière et décidèrent aussitôt d'acheter le tout. Nestin et Nestine étaient des époux sans enfants, ayant travaillé pendant des années et des années dans une cour sans air, où ils avaient économisé sou à sou, juste de quoi acheter la maison et le clos où ils allaient enfin pouvoir respirer à l'aise pour le temps qu'il leur restait à vivre. Mais si la maison, malgré son délabrement, pouvait les garantir du froid ainsi que de la chaleur, elle ne pouvait pas les nourrir. Aussi courageux et solides encore, ils se mirent tout de suite à l'œuvre. Nestin bêchant, ouvrant des sentes entre les arbres et semant dans tous les coins. Nestine arrachant les mauvaises herbes, brouettant le fumier et arrosant avec soin les semences dès qu'une tige ou une petite feuille sortait de terre. L'été trouva le clos pourvu de beaucoup plus de choses qu'il n'était nécessaire aux deux vieux. Eux qui n'avaient jamais mangé de légumes vraiment frais s'étaient ingéniés à faire pousser toutes les variétés de ceux qu'ils avaient vus aux étalages des boutiques parisiennes. Les radis même tenaient un large carré, quoique Nestine n'eût plus de dents pour les croquer, et que Nestin eût un estomac qui depuis longtemps ne lui permettait plus d'en manger. Les menus fleurs venus de la prairie et montrant leurs vives couleurs parmi le vert des poireaux et des salsifis étaient arrachés sans pitié. Nestine, comme si elle leur reprochait leur audace, disait en les jetant au fumier : « On pensera aux fleurs plus tard. Il nous faut des légumes pour tout notre hiver. » Et à peine avait-elle enlevé une salade que Nestin venait à enfouir à sa place une poignée de haricots. Puis vint la cueillette des fruits. Elle fut plus abondante que les vieux ne l'espéraient. Les cerises et les prunes, pour la plus grande partie, devinrent des confitures. Plus tard, les poires et les pommes furent portées au grenier pour y être conservées à l'abri de l'humidité. Et comme désireux de posséder autre chose encore, Nestin et Nestine fouillaient minutieusement les arbres du bord de l'eau. Ils s'étonnaient que les saules n'aient pas de fruits, et ils découvrirent soudain le néflier. « Qu'est-ce que c'est que cet arbre bossu ?» demanda Nestine. À leur arrivée au printemps, ils ne l'avaient pas aperçu parce qu'à peine feuillé. Il faisait corps avec le noisetier, dont les multiples branches formaient un étroit mais très épais taillis. Mais depuis,
Comme s'il espérait échapper au malheur qui le menaçait, le néflier avait réussi à se séparer de la rive, et l'eau maintenant formait un petit ruisseau entre le clos et lui. Nestin n'avait pas répondu à la question de Nestine, car pas plus qu'elle, il ne savait le nom de cet arbre mal tourné qui possédait de larges et très belles feuilles et un fruit bizarre ayant la forme d'une fleur tout prête à s'épanouir. Tous deux, pour mieux voir, s'approchèrent au risque de glisser dans la rivière. Le néflier laissait pendre ses branches trop lourdement chargées. « C'est pas un arbre français, » assura Nestin. « C'est peut-être un pommier du Japon, » dit Nestine. Et elle ajouta aussitôt, « On peut toujours goûter à ces fruits. » Ce n'était pas facile, car les branches s'éloignaient du bord comme à plaisir, et il fallut que Nestin entrât dans l'eau pour satisfaire sa curiosité, en même temps que la gourmandise de Nestine. Le fruit solidement attaché résistait, et il se fit entendre un bruit de petites branches cassées lorsque Nestin réussit à s'en emparer. Chacun d'eux garda longtemps dans ses mains ce fruit étrange, puis Nestine le porta à sa bouche. « Ah, dit-elle, il est en bois. » Nestin essaya d'y mordre à son tour et fit la grimace. « C'est une saleté de fruit qui ne se mange pas, » dit-il. Et de dépit, il le lança avec force contre le mur, où il se brisa comme verre. Occupés à la resserre des légumes d'hiver et de tout ce qui pouvait se conserver, ils oublièrent très vite l'arbre bossu. Mais un jeudi de novembre, alors que la nuit avait déposé sur toute la campagne une fine gelée qui la recouvrait comme un léger tissu blanc, ils entendirent, venant de la rivière, des rires bruyants et des cris joyeux. Croyant que les enfants du village venaient une fois de plus fouiller le noisetier, et sachant que depuis longtemps il n'y restait plus de noisettes, ils ne s'inquiétèrent pas tout d'abord. Pourtant, comme les cris et les rires redoublaient, ils se décidèrent à aller voir ce qui se passait au bout de leur clos. Et là, avec une surprise sans pareille, ils virent l'arbre bossu entouré par une dizaine de gamins aux culottes relevées jusqu'aux hanches et dont les tabliers étaient déjà pleins de fruits cueillis aux basses branches. L'un d'eux, à la mine hardie, juché sur la bosse même du néflier, choisissait et mangeait les plus beaux dont il jetait par taquinerie les menus noyaux sur la tête de ses camarades. Nestin et Nestine regardaient et ne comprenaient rien à ces fruits qu'ils voyaient maintenant fondre dans la bouche des enfants et s'écraser dans leurs doigts que beaucoup suçaient comme s'ils étaient pleins de confiture. Un homme qui réparait le barrage d'une rigole dans le pré d'en face et qui s'amusait du tapage et de la gourmandise des gamins, dit aux deux vieux tout en riant. « Si vous aimez les nèfles, vous feriez bien de vous dépêcher d'en cueillir, car ces galopins-là auront au fait de tout emporter. » Nestin et Nestine se regardèrent. Des nèfles, c'était des nèfles. Certes, ils en connaissaient le nom, mais c'était la première fois qu'ils en voyaient. Et de les voir si tendres et si dorés, une grande envie leur venait d'y goûter de nouveau. Surtout que l'homme d'en face ajoutait en riant toujours. « C'est qu'elles sont bonnes, celles-là, et les voici quasiment mûres. » Nestin n'y put tenir. Il tendit la main vers un des petits. « Donne-moi une. » Le petit ouvrit son tablier, en choisit une qu'il donna gentiment. Nestin avait partagé sa nèfle avec Nestine, et tous deux pensaient à présent que ce n'était pas là une saleté de fruits, bien au contraire. Ils se pourléchaient et étaient tout prêts à en redemander. Mais brusquement, la même idée leur vint. Certainement, l'homme avait raison. S'ils voulaient garder pour eux une partie de ces nèfles qu'on pouvait faire mûrir sur la paille,
il fallait se hâter de chasser toute cette marmaille. Aussi, avec ensemble, ils firent la grosse voix. Vous en avez assez, hein, les enfants. Il faut vous en aller tout de suite. La plupart d'entre eux, craintifs, allaient faire ce qu'on leur ordonnait. Mais celui qui était perché et qui n'avait pas encore fait sa provision répondit effrontément. « Les nèfles sont à nous autant qu'à vous, puisqu'elles sont sur la rivière. » Cette réplique, qui avait fait rire l'homme du pré, fit au contraire monter au nez de Nestin une colère qui le rendit tout rouge. Il regarda Nestine. « À eux autant qu'à nous, à par exemple. » Et sans réfléchir, il sauta dans l'eau pour déloger l'effronté. Mais déjà le gamin, pris de peur, s'était laissé glisser en bas et s'enfuyait de l'autre côté. Ce fut la débandade. Et un instant après, Nestin et Nestine étaient seuls avec leur néflier. Bien vite, ils organisèrent la cueillette, mais tout aussitôt, les difficultés surgirent. Nestin, qui avec 1000 peines avait réussi à grimper comme le gamin sur la bosse du néflier, se plaignait de s'être donné un tour de rein et de s'être écorché les chevilles. Et Nestine, dans l'eau jusqu'aux genoux, affirmait que la rivière contenait des glaçons qui lui remontaient dans le dos et lui entraient jusque dans la moelle. Cet essai, quoiqu'ayant empli le tablier de Nestine, ne les contenta pas. Il voulait aujourd'hui même prendre à l'arbre tous les fruits qui lui restaient. Et il lui en restait encore tellement, malgré tout ce qu'on lui avait pris. Cependant, il ne pouvait recommencer sans risque grave, lui de se percher, elle de rester à patauger dans l'eau froide. Il fallait chercher un autre moyen. Ils pensèrent l'avoir trouvée dans une longue et solide gaule coupée au noisetier, qu'elle est obligée chaque nèfle à tomber dans le panier que Nestine tiendrait au bout d'une perche. Mais Nestin, dont la vue était courte, quittait autant les feuilles que les nèfles vers le panier. La bande de gamins postés sur l'autre rive et qui ne craignaient pas l'eau froide se réjouissaient de l'aubaine. L'effronté se moquait des vieux en appelant au festin des camarades imaginaires. « Hé, les amis, venez par ici, on pêche des nèfles. » Vexés, éreintés et déçus, Nestin et Nestine cessèrent la cueillette. Les jours suivants, lorsqu'à chaque repas ils mangeaient comme un fin dessert 2 ou 3 nèfles mûries sur la paille, au lieu de s'en réjouir, ils ne pensaient qu'à celles qui leur avaient échappé. Ils y pensaient le soir en se couchant, ils s'en rêvaient la nuit. Et il arrivait qu'au matin, Nestine disait à Nestin : « Dis donc, il lui en reste encore beaucoup sur ses plus grosses branches. » Et Nestin, d'un air de menace, répondait aussitôt : « Je trouverai bien le moyen de les lui prendre. » Mécontent de la maigre provision et désespérant de l'augmenter, il leur venait une colère contre l'arbre bossu. Il leur semblait qu'on leur avait vendu en même temps que la maison et le clos une bête vicieuse et rétive qu'il fallait surveiller et châtier afin de la rendre obéissante et douce. Et retourné auprès du néflier, armé du bâton crochu, il lui tordait ses branches à les briser, en déchirait la mince écorce et en abattait cruellement les fines branchettes. Il fallait bien faire comprendre à cet arbre révolté qu'ils étaient les maîtres, mais à le torturer ainsi, ils récoltaient pour eux-mêmes plus de désagréments que de nèfles. Décembre arriva. La température restait douce, les pluies peu abondantes ne grossissaient pas la rivière. Et le néflier, qui se débarrassait tous les jours un peu de ses feuilles jaunies, montra par un dimanche plein de soleil que s'il n'avait plus de feuilles,
il lui restait une douzaine de fruits mûrs à point et de la plus belle couleur. « Il ne faut pas les laisser perdre, » dit Nestine. « Cette fois, elles ne pourront pas m'échapper, » dit Nestin. L'idée lui était enfin venue de dresser une échelle contre l'arbre, mais comme il ne possédait pas d'échelle, il s'en alla chez le voisin pour lui emprunter la sienne. Le voisin ne se fit pas prier, mais comme c'était dimanche et qu'il n'avait rien de pressé à faire, il entama une conversation sur la récolte de l'année, et il invita Nestin à goûter son cidre nouveau. Et Nestin, en s'en allant, se promettait bien de partager avec le voisin la cueillette qu'il allait faire sans retard. Puis suivi de Nestine portant son plus joli panier, il descendit d'un pas vif la pente du clos. Après des difficultés qu'ils n'avaient pas prévues, ils réussirent enfin à mettre l'échelle d'aplomb. Ce fut seulement à cet instant que tous deux s'aperçurent qu'il ne restait plus une seule nèfle au néflier. Dans un saule en face, ils virent deux gamins perchés comme des singes et grignotant on ne savait quoi. Et aussitôt ils comprirent que ces deux-là n'avaient pas eu besoin d'échelle pour atteindre la plus grosse branche du néflier. À partir de ce jour, leur colère faite de vexation se transforma en une mauvaise rancune. Ce néflier, plus bossu que tous les bossus du monde, les narguait en donnant ses nèfles aux gamins du village ou en les jetant à l'eau, plutôt que de les laisser prendre à leur légitime propriétaire. Il en serait de même certainement pour les années qui allaient suivre, et jamais, malgré leurs droits, ils ne pourraient posséder entière la belle récolte. La rage de Nestin se traduisit par une volée de coups de bâton sur la bosse du coupable. Et Nestine, hors d'elle-même, lui jeta une grosse pierre qui l'atteignit aux branches et le fit longtemps frémir. Pendant quelques jours, ils ne parlèrent pas du néflier, mais leurs pensées haineuses à son sujet ne devaient pas cesser d'être d'accord, car une nuit que le sommeil les fuyait, Nestin, la voix mauvaise, dit tout à coup « À quoi sert-il » Et aussitôt Nestine répondit « À rien, puisque les nèfles ne sont pas pour nous. » « C'est bon, » reprit Nestin, « il servira au moins à nous chauffer. » Alors au matin suivant, on vit Nestin s'approcher de l'arbre et commencer de le scier aussi bas que lui permettait son tour de rein, qui n'en finissait pas de guérir. Il se servait d'une scie à main, soigneusement affûtée pour ce cas difficile. Cette scie, qui n'avait servi jusque-là qu'à du bois mort, semblait se refuser à scier du bois vivant. Elle butait et ressautait sur l'écorce, et à tout instant elle échappait à Nestin. Il fallut toute l'autorité d'une main ferme pour qu'elle puisse franchir l'écorce et entrer dans le bois tendre. À ce moment, le néflier commença de trembler et de se plaindre. Il tremblait et se plaignait comme quelqu'un qui a peur et à qui on fait mal. Et ses gémissements semblèrent supplier et demander grâce. Puis comme si une honte lui venait de se laisser blesser ainsi sans se défendre, il cessa de gémir et se resserra peu à peu sur la scie. Ce fut alors elle qui se plaignit. Tout d'abord, elle grinça de toutes ses dents, puis elle fila des sons aigus qui partaient au loin. Et brusquement, après une plainte rauque, comme étranglée, elle plia dans la main de Nestin et se tut. Le néflier venait de l'emprisonner solidement dans l'entaille qu'elle lui avait faite, et tous les efforts de Nestin ne purent la délivrer. Mais Nestine, qui veillait, apporta de l'aide. De tout son poids de grande femme forte, elle pesa sur le néflier afin d'élargir sa blessure, et la scie dégagée, sous la main dure qui la guidait, put lentement et en toute sécurité pénétrer au cœur même du néflier et mener à bonne fin sa besogne.
Il avait fallu à Nestin et Nestine plus de la moitié du jour pour couper en deux leur ennemi. Les deux vieux étaient fiers de leur victoire. Ils furent beaucoup moins fiers à quelque temps de là, lorsque le voisin d'en face leur dit l'air moqueur. « Quel besoin aviez-vous d'abattre le néflier ?» Ils n'osèrent avouer la vérité. Et Nestin répondit avec un geste vers les saules et le noisetier. « Ceux-là aussi tomberont. Il nous faut du bois de chauffage. » L'homme se mit à rire bruyamment, puis il prit un air plus moqueur encore pour dire « Si vous coupez ainsi les arbres du bord, tout votre clos va descendre dans la rivière. » Ils rirent bruyamment à leur tour, croyant à une plaisanterie. Mais le voisin reprit tout de suite d'un ton sérieux. « Voyez déjà comme la rive s'abaisse à l'endroit où le néflier ne la soutient plus. » C'était vrai. Comme si le néflier avait voulu se venger, il avait labouré profondément le bord, tandis que les vieux le tiraient de l'eau avec autant de maladresse que de peine. Ils eurent peur soudain. Est-ce que, par cet affaissement, la rivière allait entrer chez eux? Justement, elle était en crue depuis la veille. Le voisin, tout en s'assurant de la solidité d'un petit barrage de son pré, leur dit encore « Elle enfle aujourd'hui, demain, elle fera des dégâts. » Le lendemain, en effet, la rivière avait grossi de telle sorte qu'elle baignait fortement le pied des saules et du noisetier. Et elle recouvrait de beaucoup ce qui restait du néflier. « Il vous faut au plus vite poser là un barrage, » dit l'homme du pré. Ce fut la punition de Nestin et de Nestine. Les branches de néflier qu'ils avaient eu tant de mal à séparer du tronc et à traîner sous le hangar pour les faire sécher avec l'espoir de s'en chauffer, ils durent les rapporter pour en faire de solides piquets. Presque toutes les grosses branches y passèrent, et bien des journées furent nécessaires à ce dur travail. Leur rancune étant éteinte, ils gardaient une frayeur de cet arbre mort par leur faute. « C'est nous qui l'avons tué, » disait Nestine. À cause de cela, elle évitait de poser le pied dessus, et Nestin prenait bien garde de le heurter avec le maillet. Cependant, tout au fond de l'eau, les racines du néflier continuaient à être luisantes et noires, comme de belles anguilles bien vivantes. Et voici qu'un jour de plein été, comme Nestin et Nestine arrivaient en courant pour chasser les gamins qui venaient chipper les noisettes, ils restèrent figés de surprise devant le néflier qu'ils croyaient mort. De chaque côté de la souche, bien à l'abri du noisetier touffu, deux pousses droites faisaient la nique à Nestin et Nestine. L'homme du pré, qui ne s'étonnait pas pour si peu, leur dit en riant fort, selon son habitude. « Mais oui, voyons, les nèfles et les noisettes, c'est pas fait pour les vieux. » L'histoire du soir. Une heure après son arrivée au château de Beauflanc chez la marquise d'Estainville, le vieux Chabreuil sortit des mains de son domestique rajeuni, parfumé, les cheveux et la moustache d'un beau noir, et pénétra dans le salon. « Venez ici qu'on vous présente, » s'écria la marquise. Elle s'empara de son bras, le conduisit vers deux dames et un jeune homme assis près d'une large baie vitrée, et prononça en souriant. « Monsieur de Chabreuil, un camarade de cercle de mon mari, un de ses compagnons de débauche auquel j'ai pardonné en raison de mon veuvage. Madame Euzé, côté sagesse et gravité, ma vieille et ma meilleure amie. Madame Stifler, côté rire et folie, il est permis de lui faire la cour, son mari ne vient que le dimanche. » Elle s'arrêta. Visiblement, Chabreuil ne l'écoutait pas. Manquant à ses habitudes de politesse exquise,
Il restait immobile, les yeux fixés sur Madame Euzé qui le regardait elle aussi l'air troublé. La châtelaine surprise demanda: « Vous connaissez déjà peut-être ?» Il y eut un court silence, puis le vieillard dit: « Non, c'est une erreur, une similitude de nom. Mais je n'ai pas l'honneur de connaître madame. » On se mit à table. Pendant le dîner, il fut préoccupé. Il montra peu d'esprit et parut ennuyeux. Le repas fini, il arpenta la terrasse en mâchonnant un cigare. Tout à coup, une voix interrompit sa promenade. Henri. Il se retourna, c'était Madame Euzé. Elle reprit tristement: « Je suis donc bien changé. Il n'y a donc plus rien en moi de la femme d'autrefois. Lucienne, Lucienne, balbutia-t-il. Il m'avait semblé, et puis je n'ai pas osé. » Ils se turent, envahis d'une gêne insurmontable. 2 ou 3 fois, Madame Euzé eut une petite toux sèche provoquée par la fraîcheur de la nuit. Au salon, Madame d'Estainville chantait. Alors ils rentrèrent et s'installèrent l'un près de l'autre, loin de la lampe. Et longtemps ils se tinrent là, parlant à peine, tout entiers à ce passé qui remontait soudain à la surface de leur existence. Lentement ressuscita tout cet amour mort, mort depuis 40 années. Jour par jour, s'écoulèrent les 2 mois de printemps où leurs âmes s'étaient mêlées, où leur chair avait frissonné de désir. Et aussi revint l'heure des adieux, avec tous ces détails précis et cruels, cette heure d'héroïsme surhumain où, près de défaillir, se sentant lâches et faibles, ils s'étaient quittés sans même donner à leurs lèvres la joie d'un seul baiser. Monsieur de Chabreuil murmura: « Je me souviens si bien. Il y avait un arbre devant la croisée ouverte. Sur cet arbre, des oiseaux jouaient, et il flottait une odeur douce de chèvrefeuille. Vous m'avez dit, je me rappelle même votre intonation: Henri, il faut nous séparer. Je vous aime trop, j'ai peur. Et comme je demandais grâce, vous vous êtes mise à genoux devant moi et vous m'avez imploré. » Elle écoutait, son corps chétif perdu dans le fauteuil. La clarté livide de la lampe accusait ses rides et jaunissait encore le parchemin fripé de son visage. De temps à autre, sa toux la secouait et elle serrait un fichu contre sa poitrine. Les dernières paroles de Chabreuil semblèrent l'éveiller. Elle se dressa et avec un accent de triomphe, elle répliqua de sa voix chevrotante: « Et vous êtes parti, Henri. Vous êtes parti bravement, pour toujours. Et c'est ce qui nous permet de parler de notre amour et de ne pas rougir. Ah, mon ami, laissez-moi vous remercier. Je suis si heureuse. C'est si bon de n'avoir rien à se reprocher, de regarder derrière soi et de ne point voir d'ombre sur le chemin qu'on a suivi. Si nous avions succombé, Henri, avec quelle honte je paraîtrais devant vous. Ces choses-là ne s'effacent pas. Et puis, c'est beau et grand ce que nous avons fait. Une action comme celle-là illumine toute une vie. » Il répondit l'air songeur: « C'est vrai, cela vaut mieux ainsi. On se retrouve certes avec un bonheur plus parfait. » Il prit les mains de sa vieille amie et les embrassa respectueusement.
Jusqu'à la fin de leur séjour, ils se ménagèrent de longs tête-à-tête qu'ils s'efforçaient, sans trop savoir pourquoi, de cacher à Madame d'Estainville et à ses invités. Leur rencontre avait ainsi une apparence de rendez-vous qui les ravissait. Chabreuil attendait au coin d'une avenue. Lucienne le rejoignait essoufflée, un battement au cœur. Et ils allaient vers le bois dont les feuilles commençaient à joncher la mousse des sentiers. Ils marchaient à petits pas, appuyés l'un sur l'autre, elle emmaillotée dans un gros châle en laine, lui enfoui dans son ulster au col relevé. Sur chaque banc, ils se reposaient. Puis ils continuaient leur route, évoquant le passé avec des phrases lentes et pensives, reconstruisant sans trêve ni lassitude l'histoire minutieuse de leurs 2 mois d'amour. Ils ne cessaient d'exalter leur sacrifice, ils lui attribuaient le charme de leurs relations actuelles. Il acquit à leurs yeux l'importance d'un acte sublime, un peu surnaturel, et ils se considéraient tous deux comme 2 êtres à part, d'une essence spéciale, au-dessus des banalités courantes et des faiblesses de la chair. Or, la veille de leur départ, ils firent une dernière promenade. La nuit, une belle nuit d'octobre, était claire, et la masse des arbres se reflétait nettement sur les allées et sur les pelouses. Entre les branches, la lune tremblait, et comme bruit de temps en temps ce souffle qui agite les feuilles ainsi qu'un frémissement de froid. Tout à coup, comme ils débouchaient dans un carrefour, des voix s'élevèrent. Ils s'arrêtèrent, masqués par des fourrés, et aperçurent de l'autre côté, assise sur un talus, une femme, et près d'elle, à ses pieds, un homme étendu. Ils reconnurent Madame Stifler et Georges d'Estainville. Lucienne voulut s'éloigner, mais Chabreuil la retint et ils restèrent. D'abord, quelques paroles sans suite leur parvinrent, puis ils ne distinguèrent plus rien, et ce fut un murmure très vague qui se mêlait au bruissement du silence. Mais ce murmure, faible comme une haleine d'enfant endormi, devint seul perceptible pour eux. Ils devinaient les mots tendres qui remuent le cœur et les mots brûlants qui remuent les sens. Tous les mots d'amour qui viennent de l'âme et qui ébranlent les nerfs et désarment les résistances. Tous les mots graves et persuasifs que nous suggère la poésie de certaines heures et de certaines situations. Puis Georges s'agenouilla, saisit les mains de sa maîtresse et la tenant à distance prononça d'une voix haute. « Regarde-moi, Jeanne, que je te vois m'aimer. » Et les yeux dans les yeux, ils se regardaient tout pâles sous la pâleur de la lune. Puis Jeanne entoura de ses bras la tête du jeune homme, le pressa sur son épaule, le berça, mit sur ses joues, sur son front, sur sa bouche, de petits baisers courts et à peine appuyés. Puis de nouveau le murmure monta. Cette fois, il disait les caresses et les étreintes, et les 2 vieillards sentaient comme un parfum d'amour qui s'épanouissait, qui embaumait l'espace et les atteignait de ses émanations grisantes. Des frissons de désir les frôlaient, comme les ondulations d'un fleuve frôlent les roseaux. C'était l'amour. Il l'aspirait avec les odeurs troublantes qui l'éparpillaient dans l'air. Il le voyait se pâmer sur des lèvres jointes et dans des yeux extasiés. Il l'écoutait chuchoter là-bas, furtif comme un battement d'ailes. Et de tout cela, il leur venait une sorte d'ivresse physique en même temps qu'un malaise moral, une douleur qu'ils ne cherchaient point à expliquer. Enfin, les 2 jeunes gens se levèrent.
Lucienne et Henri les virent passer près d'eux lentement, les mains entrelacées, et ils entendirent « Jeanne, Jeanne, je t'aime ». Le couple s'éloigna, suivant une allée qui conduisait au château. Les silhouettes se détachaient sur la blancheur du ciel, et parfois elles se rapprochaient, ne formaient plus qu'une ombre indistincte, et dans cette union semblaient heureuses. « Rentrons aussi, dit Lucienne, j'ai froid. » Ils traversèrent le carrefour, mais elle fut obligée de s'arrêter. « Reposons-nous un peu, je ne sais pas ce que j'ai, je ne peux plus marcher. » Elle étendit un manteau et s'assit. Tout son corps tremblait. Il se glissa vers elle et tendrement murmura « Ah, mon ami, dites-moi que vous regrettez votre jeunesse, votre passion, votre folie, que c'eût été délicieux d'être l'un à l'autre, délicieux d'en parler. » Ils s'étreignirent avec rage, comme s'ils eussent voulu réparer leur passé. Puis elle se releva, et ils partirent. Bonne nuit. Bonne nuit.